Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir également à toutes celles et ceux qui sont dans les autres salles puisque ce soir, pour cette nouvelle Unipop de Ville en Ville, eh bien, nous sommes en direct de 32 cinémas. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous ce soir pour cette nouvelle soirée de l'Unipop Histoire. Ce soir consacré à un sujet qui nous tient à cœur ici au Jean Eustache, mais pas seulement. Le 17 janvier 1975 était votée une loi grâce à Madame Simone Veil qui enfin dépénalisait l'avortement. Cela fait 50 ans et sur ces 50 ans, qui sont beaucoup et peu à la fois, il s'est passé bon nombre de choses pour que cette loi évolue, que les choses évoluent dans la société. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir pour nous en parler ce soir Bibia Pavard. Bonsoir. Donc, peut-être que certains parmi vous, ici dans cette salle, avaient déjà eu l'opportunité d'écouter Bibia Pavard, puisqu'elle était venue en 2022 au Festival du film d'histoire sur masculin-féminin, déjà pour nous parler « Mon corps est à moi ». C'était sur notamment la contraception, mais aussi l'avortement. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Vous êtes chercheuse également. Et bien sûr, vos thèmes de recherche de prédilection, ce sont l'avortement, la contraception, le féminisme. Et donc, nous avons eu l'occasion de vous rencontrer déjà au festival, de vous écouter, et nous avons aussi présenté vos livres. Quand vous étiez venu en 2022, nous avions présenté, alors je vais reprendre parce que, ou alors vous me le citez, mais le titre, pour ne pas l'écorcher, « Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours », qui était édité à La Découverte, et que vous aviez déjà coécrit avec Florence Rochefort, qu'on avait également accueillie au festival, et Michel Zancarini-Fournel. Et avec ces deux mêmes extraordinaires femmes, vous avez coécrit ce livre, donc Les lois Veil, un siècle d'histoire, et c'est de cela que vous allez nous parler ce soir, et je vous laisse vous installer. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation et surtout pour cette invitation que j'ai acceptée avec plaisir parce que j'avais un très bon souvenir de mon passage à Pessac en 2022. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de vous parler des lois Veil. Est-ce que ça va au niveau du son ? Oui. Alors, pour commencer, ça ne va pas me rajeunir, mais ça fait quand même un petit moment que je travaille sur ce sujet, puisque j'ai fait ma thèse sur les questions de contraception et d'avortement en France du milieu des années 50 à la fin des années 70. Une thèse qui a été soutenue en 2010 et publiée sous le titre « Si je veux, quand je veux », contraception et avortement dans la société française 1956-1979 aux presses universitaires de Rennes. Et les deux autres ouvrages ont déjà été cités et donc je les ai coécrits avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel. Alors, ne nous libérez pas, on s'en charge, c'était vraiment l'idée de faire une histoire des mobilisations féministes de 1789 à nos jours, parce qu'il nous semblait qu'on avait besoin d'un livre qui fasse le point sur les connaissances et qui permettent de les diffuser, parce qu'il y a eu de belles évolutions historiographiques récentes. Et les lois Veil, de la même façon, il s'agissait d'abord d'une commande d'un éditeur et là, nous avons souhaité le publier en poche à La Découverte en 2024 pour intégrer les nouveaux travaux, les nouvelles avancées. Nous avons donc rajouté un chapitre que j'évoquerai et évidemment prolongé puisque la première version était sortie en 2013.
Alors j'ai hésité sur l'angle à aborder. Donc ça fait un petit moment que je travaille sur ces sujets. Je me suis dit, encore une conférence sur la loi Veil. J'étais déjà là pour les 40 ans, on remet ça pour les 50 ans. Mais justement, ce qui m'a intéressée aujourd'hui et ce que je voulais partager avec vous, c'est le contexte particulier de ce cinquantenaire qui me semble avoir vu émerger à la fois de nouvelles recherches et aussi la possibilité de les diffuser autrement. Et donc c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Le contexte est très particulier pour ces 50 ans. D'abord parce qu'il y a eu évidemment le décès de Simone Veil et sa panthéonisation en 2018, ce qui a contribué à renforcer quelque chose qui était déjà présent, mais qui l'est encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire une focalisation sur sa figure lorsque l'on parle des transformations législatives qui ont touché les questions de l'avortement. Et effectivement, c'est une figure centrale, c'est une ambassadrice très importante de cette question, mais en même temps, il ne faudrait pas que le combat d'une femme efface la lutte des femmes, et c'est ce que je voudrais essayer de montrer ici ce soir. L'autre élément de contexte important, c'est le renouveau des mobilisations féministes, dans ce que nous avons appelé un moment MeToo. Alors dans cette idée de moment MeToo, c'est d'insister à la fois sur évidemment l'événement MeToo 2017, mais qui s'ancre dans un renouveau, la création de collectifs, d'événements, de manifestations. Dès le tournant des années 2010 jusqu'à nos jours, on est encore dans ce moment MeToo. Et donc ces mobilisations féministes ont aussi contribué à remettre la question du féminisme sur le devant de la scène, à en faire un sujet d'actualité. Et ça contribue donc aussi à relire un peu différemment cette histoire de la libéralisation de l'IVG. Et puis évidemment, il y a un contexte qui est celui d'un recul aux États-Unis. Alors, je ne parle que des États-Unis ici, j'aurais pu parler d'autres pays plus proches de nous, comme la Pologne, mais c'est vrai que ce retour en arrière dans une démocratie où en 2022, l'arrêt historique de 1973, Roe v. Wade, a été remis en question, et donc aujourd'hui, ce sont les États qui, à leur niveau, décident de l'encadrement, l'organisation du droit à l'IVG sur leur territoire, et donc ça remet en question, ça fait sauter le verrou de la constitutionnalité de l'IVG aux États-Unis. Et donc ça a été aussi un marqueur important. Et à rebours, en France, il y a eu la constitutionnalisation, la liberté d'avoir recours à l'avortement en mars 2024, ce qui a aussi contribué à faire de cette célébration une célébration d'un rapport particulier. C'est comme ça que ça a été présenté, en tout cas, par les personnalités politiques du droit à l'IVG en France. Et j'ai mis comme illustration une affiche du collectif Merci Simone, qui avait été créé en 2017 au moment du décès de Simone Veil. Et donc, ce sont des affiches qui ont été créées, placardées, notamment à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France, et qui montrent comment cette figure de Simone Veil, elle a été réinvestie par une jeune génération de militantes féministes.
Donc d'un côté, on a ce contexte-là. J'aurais pu ajouter aussi la sortie du film L'événement d'Audrey Diwan en 2021, le fait que Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature en 2022. Tout ça fait qu'on a un contexte de visibilisation de ces questions et ce qu'on appelle en sciences politiques une fenêtre d'opportunité pour diffuser des récits sur l'histoire de la libéralisation de l'avortement. Et tout ça, ça se conjugue avec une série de travaux qui sont venus revisiter cette histoire depuis une dizaine d'années. Et c'est ce que je voudrais aussi vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des jeunes chercheuses et chercheurs qui ont produit des savoirs qui sont venus alimenter cet anniversaire. Je pense en particulier à des chercheurs très dynamiques qui se sont regroupés autour d'un laboratoire junior contraception et genre qui a été créé en 2017 au moment des 50 ans de la loi Neuwirth qui légalisait la contraception. Et donc, il y a eu toute une série de travaux en sociologie, en anthropologie, en histoire sur ces questions sous l'angle du genre, très dynamique. Et ensuite, on a eu des travaux très importants qui ont mis l'accent sur la situation spécifique de l'outre-mer et qui ont vraiment contribué à visibiliser les politiques spécifiques mises en œuvre dans ces territoires, alors même qu'il y avait un élan nataliste dans l'Hexagone et que toute propagande anticonceptionnelle, je vais y revenir, était interdite, que ce soit à La Réunion, à la Guadeloupe ou à la Martinique, à Mayotte, eh bien, on avait au contraire des politiques de réduction de la population et de promotion du planning familial. Et du coup, on a des travaux qui ont mis en avant cela, qui ont aussi mis en avant des avortements, des stérilisations forcées à La Réunion. Je pense aux travaux de Myriam Paris et de Françoise Vergès. Et c'est, je vous disais qu'on a rajouté un chapitre dans notre ouvrage, et bien c'est sur cette question de l'outre-mer qui, en fait, permet de revisiter toute l'histoire, en fait, des questions de contraception et d'avortement en France. On a eu aussi toute une série de travaux passionnants, de thèses, qui se sont intéressés aux mobilisations pour l'avortement libre et gratuit d'un point de vue local. Et donc, on a eu des travaux, par exemple, sur Grenoble, sur Lyon, sur Lille, sur Marseille, sur Toulouse, qui sont venus étudier la spécificité des différentes organisations qui se sont impliquées dans ce combat et qui sont venus nuancer un récit qui était davantage centré sur les acteurs nationaux pour montrer tout un ensemble de variations. Je pense au travail de Lucille Ruot, qui a été publié l'année dernière, me semble-t-il, le spéculum, la canule et le miroir, qui a travaillé sur certains groupes MLAC dissidents, je vous raconterai tout à l'heure. Donc, au moment où, dans certains pays, le savoir scientifique est attaqué, menacé, notamment autour des questions de genre, eh bien, ce que je voulais vous dire, c'est que on a eu en France une très bonne dynamique autour de ces questions qui ont permis aussi de rendre ce cinquantenaire très riche de ces nouveaux savoirs. Alors, ma présentation se fera en 3 temps. Je vais d'abord revenir sur la répression de la contraception et de l'avortement. Ensuite, je vais revenir sur les mobilisations et enfin sur le dénouement législatif. Et donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est les nouveaux savoirs que l'on a aujourd'hui et comment ces nouveaux savoirs sont venus alimenter aussi des formes d'histoire publique qui permettent de les diffuser dans ce contexte particulier du cinquantenaire. Alors d'abord, sur la répression de la contraception et de l'avortement, il faut rappeler, mais je pense que vous le savez bien, donc la contraception et l'avortement, les deux
sont interdits en France et ont été, c'est un interdit qui existait depuis le 19e siècle, mais qui a été renforcé au sortir de la Première Guerre mondiale par la loi de 1920, qui est une loi qui associe les deux. Elle réprime à la fois la procuration de l'avortement, c'est le terme qui est employé, et la propagande anticonceptionnelle. Donc, concrètement, il est interdit de vendre des contraceptifs, il est interdit aussi d'en faire la publicité, de faire de l'information sur la réduction des naissances. Et c'est une loi qui vise tout particulièrement les mouvements néo-malthusiens qui, dans une mouvance socialiste et anarchiste, avait prôné, depuis la fin du XIXe siècle, la grève des ventres, donc pour lutter contre en fait la guerre, hein, l'élan guerrier, et aussi pour revendiquer une certaine autonomie des classes populaires. Une autonomie des savoirs aussi. Donc, les néo-malthusiens diffusaient des informations sous forme de brochures, de conférences. Et cette loi, donc, s'en prend particulièrement à eux et à elles. Et donc, cette loi, elle touche les personnes qui procurent un avortement à d'autres personnes, mais aussi les femmes qui pratiquent un avortement sur elles-mêmes, qui sont passibles de prison et d'amende. En 1923, la loi correctionnalise l'avortement, dans le sens où les jurys d'assises étaient parfois trop cléments. Donc l'idée, c'est de redonner le pouvoir aux juges pour condamner les femmes. Alors, je n'ai pas mis dans cette chronologie Vichy, mais évidemment, Vichy a été un moment de répression particulièrement fort de l'avortement qui devient crime d'État et donc qui est passible de la peine de mort. Il y a 2 personnes qui ont été exécutées pour ce motif, dont Marie-Louise Giraud, dont le destin a été mis en scène dans le film Une affaire de femme. Et donc, on a une répression très forte, mais contrairement à ce qu'on peut penser, cette répression ne s'arrête pas. Après Vichy, en fait, quand on regarde le nombre de condamnations pour avortement, c'est l'année 1946 qui voit le nombre le plus important de condamnations pour avortement. Avec des peines moins lourdes que sous Vichy, mais un processus répressif qui se poursuit après-guerre. Et ensuite, le nombre de condamnations baisse régulièrement dans les années 50 et 60, mais c'est une réalité, l'avortement est interdit. Et donc, c'est face à cela que le mouvement français pour le planning familial est créé. Donc, en 1956, est créée la Maternité heureuse, qui est une association qui promeut la contraception moderne pour lutter contre l'avortement clandestin. Elle est fondée par des femmes uniquement au départ, et notamment la doctoresse gynécologue Marie-André Lagroix-Vellalé, qui est de la région, et qui défend publiquement cette nécessité de légaliser la contraception moderne pour remédier au drame des avortements clandestins. C'est le vocabulaire de l'époque. Et donc cette association devient le mouvement français pour le planning familial en 1960, avec l'ouverture d'un premier centre de planning familial à Grenoble en 61, puis à Paris, puis une dissémination sur tout le territoire. Il y a des antennes locales du planning familial sur tout le territoire, des associations départementales, il y en a encore aujourd'hui sur tout le territoire. Et c'est cette mobilisation de fonds depuis 1957 qui mène à la réforme de la loi sur son volet contraception en 1967. La loi Neuwirth, qui autorise la vente de contraceptifs, mais qui reste très restrictive. Il faut quand même le rappeler. Je donne quelques exemples de sa dimension restrictive. Par exemple, on ne peut pas obtenir de contraceptifs sans autorisation parentale si on est mineur, donc si on a moins de 21 ans à l'époque.
les contraceptifs ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Les pharmaciens sont tenus de tenir un carnet à souche sur la pilule. Bon, c'est une loi qui n'est pas une loi qui libéralise totalement la contraception. En fait, on l'oublie très souvent, mais la loi qui libéralise totalement la contraception, c'est la première loi Veil de 1974. C'est pour ça que nous parlons des lois Veil au pluriel. Il y en a une en 1974 sur la contraception et puis il y a celle bien connue sur l'IVG en 1975. Voilà. Et donc, cette situation, donc il y a eu quelque chose qui a bougé en 67, mais l'impact n'est pas immédiat sur les pratiques. Évidemment, hein, les lois ne changent pas les pratiques immédiatement. Et puis elle est très restrictive, ce qui fait qu'il va y avoir le début d'une mobilisation pour l'élargissement de l'avortement thérapeutique, notamment autour de l'Association nationale pour l'étude de l'avortement, l'ANEA, qui est créée en 1969 par des militants du planning familial qui s'autonomisent sur cette question de l'avortement, qui ne fait pas consensus au sein du planning familial à ce moment-là. Tous les membres du planning à cette époque ne sont pas prêts à revendiquer l'avortement libre. Et donc ça va mener à une première proposition de loi en 70 pour élargir l'avortement thérapeutique à certains cas très, très restrictifs. Donc c'est le contexte dans lequel on est pour le film. Il suffit d'écouter les femmes que certaines et certains d'entre vous ont vues à l'instant et que d'autres peuvent voir en replay sur France Télévisions, film réalisé par Sonia González, dans le cadre d'une grande collecte patrimoniale réalisée par l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, sur l'avortement clandestin. Et je voulais vous en dire 2 mots parce que ce film, cette collecte, en fait, viennent alimenter tout un savoir historique sur qu'est-ce que c'était que l'avortement clandestin. Voilà, moi je suis une historienne du temps présent, donc je parle à des personnes qui ont sans doute vécu ou peut-être vécu la période dont je parle et qui, pour lesquelles cette histoire est familière. Mais il est important aussi d'arriver à la documenter par une démarche historique pour pouvoir la transmettre à la fois d'un point de vue scientifique mais aussi mémoriel. Et c'est ce qu'a voulu faire l'INA avec cette grande collecte. L'INA a vocation à produire des entretiens patrimoniaux sur des grands sujets de société. Par exemple, il y a eu une collecte sur la Shoah, une autre sur la guerre d'Algérie. Il y en a aussi des collectes sur l'histoire de la télévision. Et l'idée, c'est de documenter par des entretiens des pans de la audiovisuel qui sont manquants. Par exemple, celle qui a initié cette collecte, qui s'appelle Isabelle Foucrier, qui est productrice à l'INA, elle s'est rendue compte que dans les fonds de l'INA, on avait des documents sur audiovisuel, de la télévision, parce que vous savez que l'INA, son rôle, c'est d'archiver la télévision. Et dans les fonds audiovisuels, on a des documents sur la loi. On a des documents qui évoquent le processus législatif. On a Simone Veil. On a aussi des documents qui évoquent les mobilisations collectives. Mais quand elle a recherché des images de femmes qui témoignent de leur avortement clandestin, elle n'en a pas trouvé, ou très peu. Et donc, elle s'est dit qu'il y avait là un vide qu'il fallait éclairer. Et donc, d'où l'idée de lancer une collecte patrimoniale sur l'avortement clandestin par les personnes qui l'avaient vécu, les personnes ordinaires. Ce qui lui tenait à cœur, c'est de moins entendre les discours militants que d'entendre les discours de personnes ordinaires, et avec la volonté de documenter cette expérience et de pouvoir interroger une génération qui n'avait pas forcément témoigné, qui n'avait pas laissé de traces, et une pratique qui était donc clandestine, donc qui n'avait pas forcément laissé de traces.
Et effectivement, ça correspond à un angle encore peu développé des travaux universitaires. Alors, il faut quand même évoquer le travail pionnier de Xavier Gauthier, qui en 2004 avait publié un ouvrage « Paroles d'avorté », quand l'avortement était interdit, qui était constitué de témoignages. Mais l'idée, c'était de s'inscrire dans ce même mouvement, mais de systématiser cette pratique d'histoire par les sources orales, qui viennent compléter d'autres travaux, notamment ceux de Fabrice Cahen, qui travaille sur les condamnations pour avortement. Ça fait depuis 2020 qu'il se plonge dans les archives judiciaires pour essayer de voir qui sont les personnes condamnées pour avortement depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont des sources très importantes pour compter, pour donner une image de cette répression, mais ces sources judiciaires ne permettent pas de rendre compte de l'expérience vécue. Et donc là, ce qu'on a été chercher, donc moi j'ai été conseillère historique de cette collecte, c'est le vécu de l'avortement clandestin. Donc il y a eu un appel à témoins qui a été lancé par l'INA en 2023, qui a circulé sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse locale, à la radio, à la télévision, donc, et avec aussi une conscience qu'il fallait absolument documenter deux choses, et ça qui est venu de moi et des travaux qui avaient eu lieu, qu'il fallait absolument documenter deux choses: la très grande variété des territoires et en particulier l'expérience spécifique de l'outre-mer. Donc on a voulu faire un appel à témoins qui soit particulièrement destiné à l'outre-mer. Et donc, on était un peu fébrile, on ne savait pas si ça allait donner des résultats, est-ce que les gens allaient vouloir témoigner. Et finalement, on a eu un nombre important de réponses, puisque à l'heure actuelle, il y a environ 400 personnes qui ont répondu à cet appel à témoins, ce qui est absolument formidable, mais qui est aussi... qui nous brise le cœur d'une certaine manière, parce qu'il y a eu 79 entretiens qui ont été filmés. Et ça, c'est super, parce que c'est un matériau très important que désormais, il va falloir analyser en chercheuses et chercheurs. On va créer un groupe collectif entre historiens, historiennes, sociologues, anthropologues, pour essayer d'analyser cette matière et voir ce qu'elle nous révèle de cette histoire. Mais il y a plus de 300 personnes qui ont voulu témoigner et qui n'ont pas pu témoigner. Et donc, il faut poursuivre cela, et je l'espère qu'on va pouvoir recueillir ces témoignages d'une manière ou d'une autre. Actuellement, il y a une des enquêtrices qui a enquêté autour de cet appel à témoins, qui est en train de recontacter toutes les personnes qui ont répondu pour leur demander si elles acceptent de participer à une enquête scientifique. Alors, quelques résultats tout de suite de cette collecte sur la réalité de l'avortement clandestin. C'est que par ces témoignages, on arrive à archiver quelque chose de l'ordinaire de l'avortement clandestin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, tout ce qui pourrait paraître évident, mais qui n'a pas été si bien documenté, c'est-à-dire comment faisait-on, comment obtenait-on les informations, qui est-ce qu'on allait voir, qui pratiquait les avortements, combien ça coûtait, avec quelle méthode. En fait, tout ça, ce sont des choses très importantes pour documenter une histoire qui aurait pu disparaître. Et ce que ces témoignages nous apportent par rapport à d'autres sources, c'est aussi le sentiment, la conviction désormais qu'il y a un tabou persistant sur ces questions, et qu'il a été difficile de transmettre cette histoire aux générations suivantes, que souvent dans les familles c'est un secret, c'est un non-dit, ou c'est quelque chose qui se sait pas très bien, dont on a entendu parler mais vaguement. Et aussi, ce qui est frappant, c'est qu'il y a quand même un inégal accès à la parole, c'est-à-dire que quand on regarde les personnes qui ont répondu
à l'appel, eh bien, il y a certaines personnes manquantes. C'est-à-dire qu'on a eu très peu de réponses, par exemple, de femmes issues de l'immigration. On en a très peu. On a eu finalement beaucoup de difficultés à obtenir des témoignages en Outre-mer. Donc ça a été aussi une question. Pourquoi est-ce que les femmes témoignaient moins dans ces espaces? On a eu moins de témoignages d'ouvrières, par exemple. Voilà. Donc on voit bien comment les inégalités sociales traversent aussi la possibilité de raconter, d'avoir accès à cet appel et d'y répondre. Et donc la recherche scientifique devra aussi aller éclairer cela. Alors ce qui a été frappant aussi comme premier résultat, c'est de voir à quel point l'avortement clandestin est vécu comme une violence physique, évidemment, beaucoup de douleur, d'angoisse, de peur, beaucoup aussi d'humiliation, notamment de la part du corps médical. Comme le documentaire le montre, il y a eu aussi une part importante de témoignages autour des violences sexuelles subies dans le cadre de l'avortement clandestin. Donc ce qui, on aurait pu le soupçonner, on avait quelques indices, mais là on a vraiment vu un caractère assez systémique de cela. Et donc, ce qui est intéressant aussi comme historienne, c'est que il y a sans doute aussi un effet de MeToo. C'est-à-dire que dans ce contexte où aujourd'hui on dénonce les violences sexistes et sexuelles, les violences gynécologiques, on a les mots aussi pour exprimer ce qu'on a vécu différemment. Et donc, on relie aussi aujourd'hui quelque chose qui apparaissait comme un passage obligé, comme une forme de violence inacceptable. Et puis, dernier point, ce qui est frappant aussi, c'est l'incidence biographique de l'avortement. C'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les sociologues et les socio-historiens, c'est à voir quel peut être l'impact de certains événements sur une trajectoire. Et donc, on voit, grâce à ces témoignages, et ça, c'est vraiment le seul moyen de le savoir, parce que les archives judiciaires ne disent pas ce qui se passe après le jugement. On a quelques éléments sur comment s'est passé l'avortement dans un jugement judiciaire, mais on ne sait pas ce qui s'est passé après. Et voilà, on peut voir, grâce aux témoignages, qu'une condamnation, par exemple, eh bien, ça peut briser une famille, ça peut créer des séparations, ça peut vous faire quitter l'école, etc. Donc voilà, des premiers résultats poignants qui nous permettent d'éclairer différemment une histoire qui était encore mal connue, mais des travaux évidemment à poursuivre. Donc cette réalité de l'avortement clandestin, elle est omniprésente. Alors, dans le documentaire, il y a un chiffre qui est donné sur le nombre d'avortements clandestins. Alors, ça a été un objet de débat avec la réalisatrice et la productrice. Je leur disais, mais vous ne pouvez pas donner un chiffre comme ça, parce qu'on n'a pas... je croyais que j'étais censurée sur les chiffres. On n'a pas de chiffres exacts. Évidemment, c'est clandestin. Il y a des estimations. Il y avait des estimations notamment qui étaient données par les militants du planning familial, qui voyaient bien, souvent en tant que médecins, beaucoup de médecins étaient impliqués dans le planning familial dans les années 50-60, beaucoup de gynécologues, et donc ils avaient bien conscience qu'il y avait énormément d'avortements clandestins, beaucoup de personnes qui venaient les voir dans leur cabinet pour demander des avortements ou qui racontaient leurs avortements. Et donc les chiffres qui ont été donnés sont souvent extrapolés des chiffres des hôpitaux ou des chiffres de condamnation. Et les chiffres qui sont donnés à l'époque, c'est entre 500 000 et 1 million pour les militants de l'avortement libre. Et Simone Veil, dans son discours, elle parle de 300 000, qui est un chiffre plutôt fourchette basse, donné par notamment l'Institut national d'études démographiques à l'époque. En tout cas, une fourchette entre 300 000 et 800 000, disons. Et en fait, ce chiffre-là montre que c'est une expérience tout à fait
universel qui traverse toutes les familles, toutes les classes sociales. Alors évidemment, les classes sociales ne le vivent pas de la même manière, mais c'est quelque chose d'omniprésent. Et c'est pas parce que c'est omniprésent que voilà, ça conduit à un changement législatif. En fait, pour qu'il y ait un changement législatif, il faut que ça devienne un problème public. Et pour que ça devienne un problème public, il faut que des personnes, ce qu'on appelle en sociologie des entrepreneurs de cause, dénoncent une situation et arrivent à convaincre des personnalités politiques de s'en emparer pour changer la loi. Et c'est ce que je voudrais dire maintenant, c'est que sans les mobilisations pour l'avortement libre, il n'y aurait pas eu de loi Veil. Et donc on a... alors parce que c'est un débat historiographique, à vrai dire. Certaines personnes pensent que les évolutions sociales, les transformations structurelles de la société, le fait que les femmes accèdent de plus en plus à l'emploi salarié, qui est voilà, une volonté d'avoir des familles moins nombreuses, tout ça étant structurel, ça aurait naturellement pu conduire à une transformation de la loi. En fait, ce que montre très bien l'exemple des lois Veil, c'est que sans mobilisation, il n'y a pas d'action spontanée des pouvoirs publics et qu'au contraire, c'est plutôt forcé qu'ils se sont saisis de ces questions. Et donc, le deuxième enjeu d'un renouveau historiographique, eh bien, ce sont les études sur les mobilisations pour l'avortement libre, qui ont permis alors de complexifier, de nuancer ce qu'on savait déjà un peu au niveau de ces mobilisations. Déjà, la grande variété des organisations. Alors, si on fait un peu le paysage, je vais y revenir, si on fait le paysage politique de ces différentes organisations, il y en a plusieurs, elles ne sont pas toutes d'accord entre elles, il y a des débats à l'intérieur même des organisations. Et là, ce que l'on sait de plus en plus, c'est qu'il y a des variations locales de ces configurations politiques qui font que, par exemple, dans certains endroits, ça va être l'association Choisir qui va être plus implantée, d'autres, ça va être le MLAC, certains endroits où les militants du MLF vont être moteurs, d'autres où ça va être des organisations politiques. Tout ça montre en fait que il est important aussi de varier les échelles pour saisir la complexité d'un mouvement avec ses effets de convergence, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ces mouvements arrivent à agir ensemble et à porter la cause, et puis il y a des moments de divergence où il y a des désaccords politiques profonds entre les différents acteurs, et ça on le voit pas forcément si on se place à l'échelle nationale, mais au niveau local aussi on a beaucoup de désaccords. Et autre échelle importante, c'est l'échelle internationale. En ce moment, je suis en train de travailler sur la circulation transnationale de la méthode Karman d'avortement, je vais y revenir, et c'est très intéressant de voir comment cette méthode arrive en France, comment elle circule de la France vers l'Italie, vers l'Espagne, vers l'Allemagne, et comment en fait ces circulations ont un rôle aussi dans les mobilisations des différents pays. Alors, si on reprend chronologiquement, eh bien, d'abord, on a le mouvement de libération des femmes. Je vous l'ai dit, en 70, il y avait un moment de réflexion autour de la transformation de l'avortement thérapeutique. C'était autorisé dans les cas où la vie de la future mère, était en danger. Et donc là, l'idée, c'était de l'élargir dans le cas où la santé de la femme serait en danger. Et là, tout d'un coup, le mouvement de libération des femmes émerge sur la scène publique en 70, et la revendication de l'avortement est transformée par ce mouvement qui en fait une condition sine qua non de la libre disposition de leur corps par les femmes et de la répression de l'avortement, un révélateur en fait du contrôle exercé sur le corps des femmes par les institutions, par la société. Et donc une théorisation radicale de cette libéralisation qui vient quelque peu bouleverser
le débat public. Et donc il y avait déjà une polarisation qui était en train de se faire entre ceux qui étaient favorables à changer la loi et puis tout de suite le mouvement Laissez-les vivre qui s'était créé pour résister à cette réforme. Et donc l'arrivée du MLF va transformer ce débat. Et de manière spectaculaire, notamment avec le manifeste des 343, qui est publié dans le Nouvel Observateur le 5 avril 71. Et donc ce manifeste, il est signé par des femmes célèbres. Vous les avez en tête sans doute. On peut évidemment citer Simone de Beauvoir. À chaque fois que je dois les citer, leur nom m'échappe, mais des écrivaines, des actrices, des personnalités qui osent dire « je me suis fait avorter », ce qui est très important quand on se remet dans le contexte de l'époque et le tabou que ça représentait. Mais il est aussi signé par des anonymes, c'est-à-dire des militantes du MLF qui ont porté ce manifeste. Et la volonté, c'était montrer que toutes les femmes étaient concernées. Et donc, je vous ai mis la une de Charlie Hebdo la semaine suivante qui a valu à ce manifeste d'être appelé le manifeste des 343 salopes, puisque c'est une caricature de Michel Debré, qui est très connu pour ses positions natalistes, qui répond à la question « Mais qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement ?» Et les réponses, c'était pour la France. Donc, sous-entendu, c'est moi, mais c'était pour la France. Voilà, donc c'est une date. Le Monde titre le lendemain une date. Le débat public s'ouvre à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des nouvelles archives. Et c'est ça aussi qui est intéressant sur ce mouvement, c'est qu'on a des militantes qui ont commencé à déposer leurs archives, et notamment Anne Zelensky, une des initiatrices du manifeste du côté MLF, qui a déposé ses archives à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris. Et ce que l'on voit dans ces archives, c'est des centaines de lettres qui viennent ajouter leur nom à ce manifeste en disant « je signe ce manifeste moi aussi, rajoutez mon nom ». Et il y a aussi matériellement dans différents centres d'archives des listes qui montrent que en fait, ce manifeste devient pétition. Et c'est une façon de faire mouvement. La question de l'avortement fait mouvement au début du mouvement de libération des femmes. On va avoir la première grande manifestation du MLF à Paris le 20 novembre 71 autour de cette question de contraception et avortement libre et gratuit. Là, c'est l'affiche qu'on peut retrouver à la bibliothèque Marguerite Durand. Et on voit une statue de la liberté enceinte. Alors pourquoi cette référence à la Statue de la Liberté? Parce que aux États-Unis, à cette date, le 20 novembre 71, il y a une grande grève féministe qui est lancée, et donc le mouvement se veut aussi transnational. Une autre étape qui est bien connue, c'est après la création de l'association Choisir par Gisèle Halimi, qui est signataire du manifeste des 343. Elle crée l'association Choisir pour défendre pénalement des femmes qui seraient inquiétées d'avoir signé ce manifeste. Elle reçoit des courriers, et notamment les courriers de Madame Chevalier, Michel Chevalier, qui lui raconte son histoire et l'histoire de sa fille qui a avorté à la suite d'un viol et qui est poursuivie pénalement alors qu'elle est mineure. Et sa mère, donc Michel, est aussi poursuivie pour complicité, ainsi que les deux collègues qui ont donné le nom d'une troisième femme qui est la personne qui a pratiqué l'avortement. Elles sont toutes complices. Complicité d'avortement, ça relève de la loi de 1920. Et elles sont jugées au tribunal de Bobigny. Il y a deux procès de Bobigny en réalité, le procès au tribunal des enfants et puis ensuite le procès des complices. Et ces procès, c'est l'occasion pour Gisèle Halimi et le collectif Choisir, d'avocates qui défendent les inculpés, de faire le procès de la loi et de ne pas seulement défendre les accusés, mais de mettre en cause la loi. Et donc là, on a aussi des nouvelles archives absolument fabuleuses qui ont été déposées aux archives nationales suite au décès de Gisèle Halimi, qui permettent de comprendre
que ce procès, il y a eu un énorme retentissement médiatique, comme on le voit là sur la photographie. On voit Gisèle Halimi entourée de micros à la sortie du tribunal. Donc il y a eu un écho médiatique très important. Il y a eu un écho politique aussi, parce que l'argument, même si ça a fait un peu débat au sein du mouvement de libération des femmes de Gisèle Halimi, ça a été de dire on va mettre l'accent sur la classe sociale et dire que ce sont les femmes des classes populaires qui sont davantage mises en cause, accusées, et que les femmes qui ont signé le manifeste des 343, qui sont toutes des bourgeoises, dit-elle, elles sont en liberté. Donc il y a une inégalité fondamentale de classe qui s'ajoute à l'inégalité de genre. Et elle dit cela lors de sa plaidoirie, qui est vraiment un texte très, très éloquent. Cette lecture de classe va aussi impliquer davantage les partis de gauche et d'extrême gauche sur la question de l'avortement, et les syndicats aussi. Donc c'est un tournant aussi de ce point de vue-là, et Michel Rocard a témoigné au procès, au même titre que d'autres témoins de moralité, Simone de Beauvoir, des signataires du manifeste des 343, Simone Yves du planning familial, Jacqueline Manicom, qui est du planning familial aux Antilles et qui parle de la situation des Antilles. J'en parle parce qu'il y a un livre, une biographie qui vient de sortir sur Jacqueline Manicom, qui est une figure importante du mouvement. Voilà le professeur Paul Millez qui dit si Marie-Claire était venue me demander de l'aide, je l'aurais aidée, alors que c'est un médecin catholique connu pour son catholicisme, mais aussi son engagement de résistant. Tout cela donne un écho important, mais ce que je voulais dire, c'est que ce que l'on voit dans les archives, c'est que ce procès, il a aussi mobilisé des hommes et des femmes ordinaires qui ont participé à leur niveau à cet événement politique. Alors notamment, très très émouvant, il y a des collectes qui ont été réalisées parmi les travailleurs et les travailleuses de la RATP qui se sont cotisés pour donner de l'argent à Michel Chevalier et l'aider à faire face donc à cette épreuve. Donc on a toute une liste de personnes et les sommes qu'ils ont données. On a des personnes qui ont envoyé des mots, parfois sur un cahier d'écolier, comme celui-là, un cahier signé par des mères qui affirment leur solidarité. Il y a un mode d'action qui est encouragé par l'association Choisir, c'est d'envoyer des télégrammes au tribunal directement. Donc il y a toute une série de télégrammes. Et puis il y a par exemple cette lettre d'une jeune fille de 20 ans qui donne son témoignage à Gisèle Halimi, qui lui dit si vous voulez, je peux venir témoigner à la barre. Et elle voilà ce qu'elle dit. Elle dit Marie-Claire, elle les représente, elle représente toutes les femmes. Nous sommes toutes avec elle. Nous, les femmes, nous ne sommes pas des usines à production. Il faut éviter aux femmes cet ultime recours, ces conditions lamentables. De tout cœur, je lui dis, nous sommes là. Moi aussi, j'en suis arrivée là. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ce moi aussi, ça fait quand même un écho à MeToo aujourd'hui. Et donc, on voit qu'il y a des femmes ordinaires qui ont participé aussi à ces événements en rajoutant leur voix, en disant, voilà, nous aussi, moi aussi, ça me concerne. Et on voit ce type de source aussi dans le fond Ménie Grégoire aux archives départementales de Tours. Ménie Grégoire qui avait cette émission Allô Ménie et qui a fait plusieurs émissions sur l'avortement et où elle a reçu des milliers de lettres de femmes qui leur racontaient leur propre avortement. Alors. Je poursuis sur ces mobilisations. Donc le procès de Bobigny est un tournant important, et puis un autre tournant, c'est la création du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception. Alors, le MLAC a été créé en rassemblant différents acteurs, des médecins qui étaient médecins d'extrême gauche qui étaient impliqués dans un groupe qui s'appelait le groupe Information Santé qui visait à réformer la médecine, mais aussi des militantes et des militants du planning familial, des militantes et des militantes de la CFDT, de partis et de groupes d'extrême gauche, des militantes du MLF.
il y a eu une coalition qui s'est faite pour la création de cette association en avril 73. Et ce qui a vraiment déclenché cela, c'est l'arrivée en France de cette fameuse méthode Karman. C'est donc une méthode d'avortement que l'on peut pratiquer dans les premières semaines de la grossesse. C'est une méthode par aspiration qui nécessite des instruments très simples, un spéculum, des canules en plastique souple et reliées à quelque chose qui fait le vide, une seringue ou une pompe à vélo qui aspire un bocal, par exemple, qui fait le vide dans un bocal. C'est très très bien expliqué dans le film que vous allez voir tout de suite après la conférence, Annie Colère, qui décrit très bien la méthode, qui l'explique. Et donc cette méthode, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle permet à des militantes et des militants, des étudiants en médecine, des médecins, de l'utiliser pour pratiquer des avortements en dehors du cadre hospitalier, en dehors du cabinet médical, mais en toute sécurité. C'est une méthode très simple et fiable, sans danger, et donc qui représente un outil pour aider les femmes, mais aussi pour montrer que l'avortement peut être une opération très simple. Et ce ne sont pas seulement des médecins, des étudiants en médecine qui vont l'apprendre, il y a aussi des hommes et des femmes, des infirmiers, des infirmières, des sages-femmes, mais aussi des hommes et des femmes sans compétences médicales particulières qui vont apprendre cette méthode et qui vont l'exercer au sein de ces groupes-là qui sont créés partout en France. Et ce que montrent les travaux aujourd'hui, c'est très, très intéressant. C'est que ces groupes MLAC ont existé partout en France et ont pris des formes différentes partout où ils se sont créés selon les personnes qui les ont créés. Parfois, il y avait 2-3 personnes, parfois, il y avait 20 personnes, il y avait un turnover. Certains venaient d'un militantisme politique ou syndical, d'autres avaient vécu un avortement et voulait aider à faire changer les choses. Et donc les modes d'action, c'est à la fois les permanences, l'accueil des femmes pour trouver une solution, donc pour les envoyer dans des pays collectivement ou dans des pays où on peut avorter à ce moment-là, l'Angleterre, la Hollande, ou pratiquer des avortements avec la méthode Karman. Donc c'est tout à fait illégal, évidemment, mais ces groupes-là le font au vu et au su de tous, avec cette idée aussi que fallait défier la loi ouvertement. Et donc je vous ai mis l'affiche d'Annie Colère parce qu'elle montre très bien cette implication locale et les personnes qui ont participé à ces groupes et comment aussi il y a une incidence biographique de cette participation. Et en fait, ce film s'appuie sur les travaux de Lucille Ruot que j'ai cité tout à l'heure, qui a été conseillère historique. Voilà, et donc je vous ai mis une liste de tous les groupes MLAC, par exemple. Et ce qu'a montré aussi la collecte de l'INA, dont je parlais tout à l'heure, c'est que on a découvert des groupes qui n'étaient pas connus. En fait, il y a encore beaucoup de choses à connaître et à savoir. Et donc, je pense qu'il y a peut-être des militantes et des militants du MLAC dans la salle. N'hésitez pas à déposer vos archives pour venir, et notamment au Centre des archives du féminisme à Angers. Il y a déjà un fonds MLAC ou dans les archives départementales. C'est très important pour qu'on les connaisse dans leur diversité. Voilà, en face de cela, évidemment, il y a, j'en ai pas encore parlé, mais des oppositions très fortes à toute réforme. La création de Laissez-les vivre en 1971 et de très nombreuses pétitions et tribunes de groupes organisés, des associations familiales, mais aussi par exemple des juristes ou des médecins pour le respect de la vie, c'est le terme qui est employé à l'époque. La position de l'Église est très ferme sur cette question, elle est réaffirmée notamment à travers la position des évêques de France, qui réaffirme l'encyclique Humanae Vitae de 68, qui fait de l'avortement un crime, et qui aussi réaffirme l'idée que le seul moyen de contraception autorisé par l'Église, c'est l'abstinence périodique.
Et donc, on a cette opposition aussi au sein du corps médical qui est renforcée par la position de l'ordre des médecins elle-même qui voilà, s'oppose à cette réforme et considère que en fait, l'avortement ne relève pas du travail médical, au contraire, et qui va blâmer certains médecins qui s'engagent dans ce mouvement. Mais le mouvement, il est tellement fort qu'il est difficile d'y résister parce que, je vous l'ai dit, il est multiforme. On a à la fois l'ANEA, on a à la fois le MLAC, on a Choisir, on a le MLF. Et tout ça crée un mouvement qui est en fait quand même impliqué partout et voilà, qui fait pression sur le gouvernement pour une réforme. Alors, ce que l'on sait c'est qu'en fait, la loi Veil de 1900, promulguée en 1975, en fait, il y avait déjà eu une première tentative en 1973 de réforme de l'avortement qui avait été menée par le gouvernement à ce moment-là de Pierre Messmer, donc Premier ministre de Georges Pompidou, qui voilà, était sous la pression, décidé à élargir l'avortement thérapeutique. Et donc, il y avait eu une réforme qui avait été portée par Jean Tétinger, ministre de la Justice, et Michel Poniatowski, ministre de la Santé, qui avait voilà, prôné cette réforme. Et il y avait eu une hostilité au sein du Parlement parce que la gauche trouvait que le projet était trop timoré, la droite trouvait que ça allait déjà trop loin. Donc, il est renvoyé en commission et entre-temps, Pompidou décède. Et donc, Valéry Giscard d'Estaing est élu. Et donc, il est élu. Il se prend à bras-le-corps cette réforme comme un signe de modernisation de la France. Il veut à la fois, il veut s'inscrire dans un renouveau de la vie politique. Il va affirmer sa modernité. Et donc, c'est un des dossiers qu'il décide de prendre à bras-le-corps et le confie à Simone Veil, qu'il nomme ministre de la Santé. Simone Veil, c'est la première femme ministre de plein exercice de la Ve République. Jusque-là, elles étaient secrétaires d'État. C'est la première fois qu'il y a une femme ministre qui est nommée. C'est un événement. D'ailleurs, quand il annonce son gouvernement, il dit qu'il y a 2 événements et dont notamment une femme devient ministre de plein exercice. Et donc, il lui confie tout de suite le dossier. Elle est au ministère de la Santé. Et elle va avoir un dossier qui est difficile. Pourquoi ? Parce que déjà, elle est peu connue du grand public. Ce n'est pas une femme politique, c'est une haut fonctionnaire. Elle est magistrate, elle a travaillé dans plusieurs cabinets, notamment du ministre de la Justice auparavant, mais elle ne connaît pas les rouages politiciens de l'Assemblée. Elle est peu connue du grand public. Et surtout, elle se retrouve face à la même Assemblée qui, elle, n'a pas changé, qui, quelques mois auparavant, a rejeté la réforme du gouvernement Pompidou. Donc elle se dit, il va falloir que je trouve un consensus. Et c'est ça qu'elle va réussir à faire, c'est construire pas à pas un consensus autour d'une loi qui est à la fois réservée, mais en même temps qui... comme elle le dit dans ses mémoires, a un cœur libéral, c'est-à-dire qu'elle va laisser tomber l'idée d'un avortement thérapeutique où les femmes auraient dû passer devant une commission pour obtenir un avortement, pour dire c'est aux femmes de décider, les femmes en situation de détresse, celles qui en ont besoin en situation de détresse, pourront décider d'un avortement dans les 10 premières semaines de la grossesse. Donc elle a ça comme... cœur libéral, mais ensuite, elle sait qu'il va falloir qu'elle fasse des compromis. D'un côté, plutôt du côté de la droite, qui est majoritaire, qui est son propre camp politique. Et les compromis, c'est toute une série de restrictions qui sont inscrites dans la loi. Et ces compromis, on les voit notamment dans son discours du 26 novembre 1974, discours qui est devenu un discours historique, qui est très nuancé, très mesuré. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir aux Archives nationales quelque chose qu'il n'y avait pas lorsque j'ai fait ma thèse et que j'aurais été bien contente de voir, qui est le brouillon de son discours et puis le tapuscrit qui lui a servi lorsqu'elle a pris la parole.
Et il y a eu une exposition aux Archives nationales à laquelle j'ai participé l'année dernière, qui a permis vraiment d'analyser et de montrer en fait cette archive particulière. Le brouillon, on n'a pas l'entièreté du brouillon, mais on a les premières pages. On voit que c'est elle qui a rédigé ce discours à la main, au stylo rose. Et on voit les hésitations, les ratures, et à quel point elle cherche en fait les mots exacts pour ne froisser personne. Et la fameuse phrase que tout le monde retient, « Je voudrais partager avec vous une conviction de femme », au départ, c'est « Je voudrais partager une observation ». En fait, elle raye observation, elle dit conviction finalement. Et dans la dernière version arrivent 2 femmes. Et là, c'est très intéressant parce que son identité de genre, en fait, le fait que ce soit une femme, va être un atout, notamment pour la gauche. Parce qu'en tant que femme, elle va pouvoir se faire le porte-parole des femmes qui manifestent dans la rue, qui ont revendiqué l'avortement libre. Alors, elle met bien à distance la revendication féministe. Elle ne se dit pas féministe dans les médias, elle réfute ce mot. Elle ne veut surtout pas être confondue avec la radicalité des mouvements qui se déploient au même moment. Mais en même temps, en tant que femme, elle souhaite aussi donner voix à celles qui subissent l'avortement clandestin. Elle le dit, il suffit d'écouter les femmes, mais qui les écoute? Personne ne les écoute. Et donc, elle se fait ce porte-parole face à une assemblée d'hommes. Il faut rappeler qu'il y a moins de 2% de femmes à l'Assemblée à ce moment-là. Pareil au Sénat. Et donc, c'est un atout, notamment auprès de la gauche, qui va être acquise et qui va voter ce texte. Et alors, ce que l'on voit dans la version tapuscrite, c'est très intéressant, c'est à quel point elle a préparé l'oral. Parce que ce n'était pas une oratrice. Simone Veil, elle n'était pas habituée à prendre la parole en public. Et donc, elle a souligné certains passages importants. Elle s'est mis des arrêts avec marqué un arrêt, parfois un verre d'eau, pour vraiment essayer de scander son texte, de s'y préparer. On sent qu'elle a répété sur une des feuilles, qui n'est pas celle-là, mais il y a une trace de cigarette, un trou de cigarette, qui montre qu'elle a travaillé sûrement sur son discours. Elle l'a répété. Elle sentait l'importance de ce discours qui est finalement très mesuré, très nuancé, à la mesure de la loi elle-même. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, une très jeune journaliste m'a interviewée au moment des 50 ans de ce discours. Et quand je lui ai dit, non, ce n'est pas un discours féministe, il n'y a pas d'affirmation féministe dans ce discours, elle était très surprise. Ah bon ? Mais alors, pourquoi on se souvient de son discours ? Mais alors... Et en fait, on se souvient de ce discours parce que elle est très factuelle, elle est très... comment dire ? C'est très très bien mis en valeur quel est l'enjeu. La loi n'est pas appliquée, elle est mauvaise, la situation est mauvaise, on ne peut pas la laisser comme ça, il faut la réformer, mais il ne faut pas autoriser l'avortement, dit-elle, il faut le tolérer dans certaines conditions bien encadrées. Et c'est ça qui permet d'obtenir un consensus finalement. Le texte est finalement adopté le 28 novembre 1974, malgré une opposition d'une majorité des parlementaires de droite, en particulier gaullistes. Elle obtient les voix du centre et de la gauche unanimement. C'est une première loi qui n'est pas l'affirmation d'un droit, qui est finalement l'affirmation d'une tolérance. Dans certains cas, dans les 10 premières semaines de la grossesse, le projet au départ envisageait le remboursement par la sécurité sociale, mais elle voit tout de suite que ça ne passe pas au niveau de son camp, donc elle l'enlève. Il y a toute une série de restrictions, mais finalement cette loi elle est votée, promulguée le 17 janvier 1975, malgré une dernière tentative d'opposition de certains parlementaires de droite qui ont essayé d'avoir recours au Conseil constitutionnel pour prouver que cette loi n'était pas constitutionnelle, mais le Conseil constitutionnel ne considère que c'est une loi constitutionnelle, donc elle est promulguée. Donc, c'est un moment important et surtout,
Ce qu'elle a pensé à faire dans le consensus, j'ai oublié de vous en parler, c'est qu'elle a fait voter en 1974 une première loi qui libéralise totalement la contraception, avec vraiment l'idée que ce qu'il faut faire, c'est promouvoir la contraception pour lutter contre l'avortement. Et en fait, cette loi de 1974 sur la contraception, elle est aussi au début d'un processus de diffusion des contraceptifs, ce qu'on appelle modernes, c'est-à-dire la pilule contraceptive, le stérilet notamment. Alors, cette loi, elle est appliquée. Mais elle est appliquée difficilement. Il faut aussi se rendre compte de ça, c'est que quand on fête le cinquantenaire de la loi, en réalité, tout ne s'arrête pas en 75, évidemment. Déjà, elle n'est votée que pour 5 ans au départ. C'est une concession. Donc, pourquoi elle n'est votée que pour 5 ans ? Parce que ça permettra de voir 5 ans après si l'impact sur la démographie a été aussi terrible que le pensent les opposants à la réforme. Et au bout de 5 ans, on se rend compte qu'il n'y a pas eu une accélération de la chute démographique et que on peut poursuivre. Donc il y a une rediscussion en 79, une remobilisation, notamment la plus grande manifestation féministe de la décennie, c'est le 6 octobre 79 à Paris. Environ 500 000 personnes défilent dans les rues pour réclamer le vote définitif, mais aussi l'approfondissement de cette loi, parce que les féministes ne sont pas totalement satisfaites de cette loi. Elle est vécue comme une loi de classe. Il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale. Les étrangères ne peuvent pas venir avorter en France, c'est interdit. On ne peut avorter que à l'hôpital dans les 10 premières semaines. Et certains blacks, comme l'a bien montré Lucille Ruot, décident de continuer à pratiquer des avortements, n'étant pas satisfaits par la solution qui est donnée et souhaitant poursuivre cette pratique collective et bienveillante des avortements, comme on le voit très bien dans le film Ali Colère que vous allez voir. Certains MLAC n'ont pas envie d'arrêter, notamment le MLAC d'Aix, qui est composé de femmes qui ne sont pas médecins, qui ont appris avec des médecins à pratiquer la méthode Karman et qui poursuivent leur pratique et qui sont arrêtées en 1977 pour exercice illégal de la médecine, mais relaxées. Elles ont certaines du sursis. Donc voilà. Mais après ça, il y a encore des groupes qui poursuivent jusque dans les années 80. Et puis, l'application est aussi difficile par la mise en place d'une riposte militante des commandants anti-VG qui vont commencer à entraver la mise en place de la loi, sa mise en œuvre. Alors, d'autant qu'elle est difficile, cette mise en œuvre, parce que en fait, il y a toute une série de professeurs en médecine qui refusent de l'appliquer dans leurs services dans les hôpitaux. Donc, on crée des centres d'IVG en dehors du service de gynécologie. On trouve des locaux. Ce sont souvent des anciens militants du MLAC ou d'autres organisations qui vont ensuite animer ces centres. Et puis ensuite, donc, il y a ces commandos anti-IVG qui tentent de rendre difficile la mise en œuvre. Et j'ai presque terminé pour vous présenter une dernière idée. C'est que cette loi, en fait, elle s'est libéralisée au fil des décennies. En fait, c'est un texte palimpseste qui a été annoté, amendé à plusieurs étapes pour en devenir aujourd'hui le texte libéral qu'on connaît et qui était le texte qui était voulu par les mobilisations dans les années 70 et qui existe aujourd'hui. J'ai mis quelques dates importantes. 82, le remboursement par la sécurité sociale porté par Yvette Roudy, ministre du droit de la femme de François Mitterrand, mais aussi la création d'un délit d'entrave à l'IVG en 1992-93 par Véronique Neyertz, qui a été étendue à Internet en 2017, l'élargissement des délais, la disparition de la notion de détresse, de l'entretien préalable, jusqu'à la constitutionnalisation en 2024.
Et je voulais dire aussi que ce qui a été très important, c'est le fait qu'aujourd'hui les IVG peuvent être pratiquées non plus seulement à l'hôpital et non plus seulement par des médecins, mais aussi par des sages-femmes. Tout cela étant une réflexion importante sur la question de la mise en œuvre. Et aujourd'hui, donc, on est arrivé à l'idée d'une constitutionnalisation de l'IVG en France et le sentiment qu'on a un attachement fort à ce droit, qui c'est désormais un droit dans la population. Il y a un consensus dans les sondages autour de cette question, même si le mouvement anti-IVG n'a cessé d'exister, s'est renouvelé lui aussi, ses modes d'action se sont transformés et une nouvelle génération très active existe aujourd'hui en ligne et hors ligne. Alors pour conclure, on pourrait se demander, 50 ans après, est-ce la fin de l'histoire? Est-on arrivé à une situation qui semble idéale? En réalité, il faut vraiment distinguer cette trajectoire de la loi et l'ensemble des luttes et des relais politiques qui ont permis son inscription aujourd'hui dans la Constitution, avec la question de son application. Et ça, c'est très important. Il faut changer d'échelle et voir qu'effectivement, à l'échelle de la loi, on est arrivé à une situation qui semble vraiment verrouiller un droit, mais en même temps, dans l'application au quotidien, il y a encore des obstacles du fait de certains déserts médicaux. Il faut encore voyager pour aller avorter si on est hors délai ou si on n'a pas de centre d'IVG proche de chez soi. Ça, ce sont des choses qui sont des combats qui sont portés par le mouvement français pour le planning familial encore aujourd'hui. Mais ce qu'ont montré aussi les derniers travaux sociologiques importants sur la question de la mise en œuvre du travail abortif aujourd'hui dans les centres d'IVG, c'est qu'il reste une forme de culpabilisation importante des femmes, alors du fait du personnel médical parfois, pas toujours, aussi du fait de l'entourage et aussi du fait d'un tabou qui persiste. Encore aujourd'hui, on parle peu de l'avortement et de l'impact que ça peut avoir sur des trajectoires. Donc des travaux sociologiques de Raphaël Perrin, Laurine Tizy ont permis de mettre au jour à l'ensemble de ces mécanismes qui contribuent à créer des situations persistantes d'opprobre social. J'ai parlé de la permanence et du renouveau des oppositions. Et puis, je voudrais évoquer une dernière chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une proposition de loi déposée au Sénat par Laurence Rossignol pour la reconnaissance officielle d'un préjudice de l'avortement clandestin, avec la volonté de prendre en charge par une mémoire publique d'un véritable préjudice et pour réhabiliter les femmes et les hommes condamnés pour avortement dans certains et des personnes qui ont aidé des femmes à avorter et des femmes qui ont avorté. Donc il y a toute une réflexion actuellement autour de quelle mémoire, quelle mémorialisation aussi de cette expérience, quelle transmission, et donc une mémoire qui permettrait d'élargir sans doute l'histoire de l'avortement au-delà de la figure de Simone Veil, qui est une figure centrale très importante, mais qui en fait parfois dissimule une réalité complexe et multiforme. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de continuer à travailler, de continuer à déposer des archives, de continuer à travailler sur ces archives, de continuer à témoigner, parce que ces travaux historiques, ils nous permettent de nourrir les connaissances, mais sans nouveaux regards qui soient apportés par des réalisatrices, par des écrivaines, par des réalisatrices de podcasts qui permettent de diffuser aussi largement ces savoirs, eh bien sans doute que les commémorations seraient moins incarnées et auraient moins d'écho. Donc c'est important aussi, et c'est pour ça que je suis vraiment ravie de faire cette conférence aujourd'hui entre deux films très importants, parce qu'ils permettent de diffuser autrement ces savoirs. Il suffit d'écouter Les femmes de Sonia Gonzalez et Annie Colère de Blandine Lenoir. Voilà, merci.
Alors, vous le voyez, pour toutes celles et ceux qui sont avec nous depuis les autres salles, vous avez le numéro qui s'inscrit sur l'écran, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions ou vos remarques. Et dans la salle, bien sûr, vous pouvez me faire signe si vous voulez eh bien, vous exprimer, poser une question. J'arrive tout de suite. Oui, bonjour, je voulais vous remercier pour votre conférence qui a très bien montré le problème et l'histoire. Et je voudrais apporter un témoignage. J'avais 28 ans en 1975, j'étais jeune anesthésiste réanimateur, et donc évidemment, la fin de mes études et le début de mon exercice professionnel ont été baignés par cette loi Veil. Alors je voulais d'abord apporter un témoignage, c'est qu'avant la loi Veil, la première cause d'hospitalisation en réanimation pour insuffisance rénale aiguë étaient les complications de l'avortement. 2 ans après la loi Veil, nous avons, dans le milieu de la réanimation, pratiqué un sondage. Il n'y avait plus d'insuffisance rénale aiguë liée à l'avortement en réanimation. Donc, c'est dire les conséquences extraordinairement positives de la loi Veil. Ça, c'était le rappel historique. Maintenant, je voudrais donner 3 opinions et je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. La première, c'est que je pense que le choix de Simone Veil a été extrêmement subtil d'un point de vue sociopolitique. Vous ne l'avez pas noté, mais moi, à l'époque, j'avais bien noté, c'est que son passé de déporté a été très subtilement utilisé dans les médias pour faciliter son exposé à l'Assemblée. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais vous me le direz. La deuxième chose, je crois extrêmement fortement à la puissance du mot. Et ce qui a été très frappant à l'époque, c'est que le discours officiel et les médias ont réussi à remplacer le mot avortement petit à petit par le mot IVG qui faisait beaucoup moins peur. D'un point de vue tactique, politique et sociologique, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Ça, c'est la deuxième remarque. Et la troisième remarque, c'est que finalement, quand on regarde l'histoire et la manière dont les choses se sont passées, on s'aperçoit que petit à petit, les choses se sont imposées pour une raison qui a été très subtile du législateur, c'est d'introduire la notion de clause de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médecins n'étaient pas obligés d'appliquer la loi, ils pouvaient s'en dispenser en arguant de la clause de conscience. Et c'était très intelligent parce que le corps médical à l'époque était très majoritairement opposé à l'IVG. Et donc, ça a permis à ceux qui étaient contre de ne pas être obligés de le faire, et ceux qui, comme moi, étaient très favorables, de l'exercer en remplacement de tous ceux qui ne voulaient pas. Et s'il n'y avait pas eu cette clause de conscience, je pense que l'opposition aurait probablement fait avorter l'application de la loi, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots. Alors, je vous en prie. Je réponds tout de suite. Oui. Merci pour ce témoignage. C'est frappant de voir le nombre d'anesthésistes impliqués dans ces mobilisations. Et merci de nous avoir aussi permis de comprendre pourquoi. Sur la première question, vous avez tout à fait raison. Son passé de déporté est connu, mais alors il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Il est beaucoup moins connu que par la suite. On parle, c'est le renouveau, c'est le début du retour du refoulé sur Vichy et d'un élan mémoriel autour des témoins sur la Shoah, mais on en est encore aux prémices. Alors c'est évoqué dans la presse, effectivement, c'est évoqué, mais vous avez raison, c'est subtil, c'est-à-dire c'est quelques évocations dans le débat parlementaire aussi, par exemple Lucien Neuwirth qui la soutient, qui est un député gaulliste, qui est celui qui a défendu la loi sur la libéralisation de la contraception en 67, lui dit « Vous qui avez connu la nuit et le brouillard ». Donc voilà, des allusions de cet ordre. Et ça permet effectivement de renforcer
son image de combattante, voilà, sa force de conviction, mais c'est aussi un motif d'attaque, comme vous le savez, et ça je ne l'ai pas développé ici. Elle a subi des attaques antisémites, mais alors pas... dans l'Assemblée, il y a eu évidemment des comparaisons entre la légalisation de l'avortement et la politique eugéniste nazie. Ce sont des arguments qui étaient employés par les anti-IVG depuis 1970-71. Et Jean-Marie Daillé qui a comparé la légalisation au four crématoire s'est ensuite excusé en disant qu'il ne connaissait pas son passé, ce qui est probable en fait. Mais en tout cas, les attaques antisémites, c'était aussi à l'extérieur, les coups de fil anonymes, comme elle l'a raconté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été aussi beaucoup soutenue et félicitée au sein de l'Assemblée, notamment par la gauche, qui ont fait son éloge, et par les médias. Et donc, ce qui a fait sa force aussi, c'est son talent de technicienne. Elle s'est mise en avant comme quelqu'un qui connaissait bien son dossier, et elle le connaissait très très bien, et donc elle a réussi à mettre en avant un certain nombre de points. Sur la clause de conscience, effectivement, la clause de conscience existe pour tout acte médical, mais là il s'agissait de la réaffirmer pour cet acte-là, une sorte de double clause de conscience qui aujourd'hui est critiquée par certains militantes et militants du planning familial notamment, en disant ça contribue à stigmatiser d'une certaine manière cet acte médical par rapport à d'autres. C'est un débat, mais effectivement, sur le moment, c'est une façon de pouvoir rassurer un certain nombre d'opposants dans l'Assemblée. Chaque voix compte, et elle en a conscience. Je crois que j'ai répondu. Alors, nous avons aussi des questions depuis les autres salles, et dont une question de Fabienne qui nous dit « Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Pouvez-vous nous dire si le fait que la constitutionnalisation porte sur la liberté et non le droit à l'IVG a un impact sur l'accès, sur une éventuelle remise en question possible, etc. » Alors, c'est une très bonne question. Il y a eu... des débats autour de la formulation, comme vous le savez, de cette constitutionnalisation. Il ne s'agit pas de l'affirmation d'un droit, mais d'une liberté, et l'affirmation que en fait, la loi organise la liberté d'avorter. Donc, en réalité, ce texte constitutionnel ne protège absolument pas d'une réforme qui pourrait tout à fait être mise en œuvre par un gouvernement qui s'opposerait au droit à l'IVG. C'est-à-dire qu'il suffirait de changer la loi et de la rendre plus restrictive, la phrase dans la Constitution n'aurait pas besoin même d'être changée. Donc ce n'est pas quelque chose qui garantit totalement un droit, et d'ailleurs on l'a vu pour les États-Unis. Il a été simple de revenir sur quelque chose qui était constitutionnel, en arguant d'une nécessité de revenir à l'origine de la Constitution où ce droit-là n'existait pas. Donc on peut toujours, effectivement, on peut toujours revenir sur ce droit, sur cette liberté. Néanmoins, il y a une véritable affirmation d'une spécificité française. Moi, ce qui m'a frappé lors de ces débats, c'est que les hommes et les femmes politiques ont voulu marquer une certaine identité française autour de cette constitutionnalisation, en se mettant en avant comme le premier pays à le faire, en se présentant comme un phare par rapport aux relations internationales. Donc c'est aussi quelque chose qui dépasse en fait finalement symboliquement la réalité du droit, qui peut toujours être transformée. Enfin on sait très bien qu'un régime politique autoritaire peut très bien arriver au pouvoir et changer la loi. Et d'ailleurs, il y a une autre personne d'une autre salle qui a écrit « La lutte pour les droits des femmes, c'est comme un tapis roulant, si on s'arrête, on recule ». Alors, y a-t-il d'autres questions ou remarques dans cette salle ?
Alors, il y a une autre personne qui nous demande, enfin qui vous demande plus précisément, le pic de condamnation en 1946 correspondait-il au phénomène de revirilisation de la France qui accompagnait le phénomène des tondus? C'est une très bonne question. Effectivement, Fabrice Virgili, dans son travail sur les femmes tondues, a montré à quel point voilà, cette exhibition publique du corps des femmes et ces tontes était liée à une forme de réaffirmation virile nationale au moment de la libération. C'est pas directement lié, disons que ça rejoint toute une série de travaux qui montrent que en réalité il y a des formes de continuité entre la République et Vichy, entre Vichy et la République, et notamment voilà, ça c'est un des exemples. C'est aussi tout un climat nataliste de l'après-guerre, avec voilà, une volonté de repeupler aussi la France après le conflit. C'était quelque chose qui avait été démontré par la grande historienne Yvonne Knibiller, historienne des mers qui vient de décéder, donc j'ai une pensée pour elle, qui avait argumenté du fait que une des façons d'affirmer une forme de citoyenneté pour les femmes à la libération, évidemment, elles obtiennent enfin le droit de vote après s'être mobilisées depuis des dizaines et dizaines d'années. Elles obtiennent le droit de vote et elles votent pour la première fois en 1945, mais une forme d'affirmation de leur citoyenneté passe aussi par la maternité. On a voilà, la mise en place de tout un système de sécurité sociale et de valorisation de la maternité. Donc c'est aussi lié à ce climat-là. C'est le revers en fait de cette médaille. Et ce que montre Fabrice Cahen dans ses travaux, c'est que voilà, il y a vraiment tout un système répressif avec certaines brigades qui sont spécialisées dans la répression de l'avortement à ce moment-là. Oui. Bonsoir. Au cours de votre présentation, il y a des affiches pour les appels à témoins. Et il y a une ligne qui indique que vous avez aussi essayé d'obtenir des témoignages de policiers et de magistrats. Dans le film qu'on a vu, il n'y en a aucun, mais est-ce que vous en avez eu au moins un ? C'est une très bonne question, merci beaucoup. Effectivement, l'idée, c'était de documenter toute l'histoire de la répression, donc à la fois vécue et mise en œuvre. Et donc, on a eu un témoignage d'un avocat, d'un jeune avocat, d'un magistrat, mais les policiers et les juges ne se sont pas rués pour témoigner. Donc, en fait, on n'a pas beaucoup de témoignages, alors aussi pour des raisons sans doute d'âge, en fait. Voilà, peut-être que ces personnes ne sont plus là pour témoigner, mais c'est vrai que c'est un volet qu'on aurait souhaité documenter et que finalement on n'a pas réussi à documenter de la façon que l'on aurait souhaité. Ça fait partie un peu des angles morts de cette collecte. Il y a certains territoires comme la Corse, par exemple, il n'y a aucune réponse en Corse aussi. Voilà, donc il y a encore des angles morts à combler, et c'en est un. Donc bon, on a quand même 2 témoignages, et on a plusieurs témoignages d'outre-mer aussi, je voulais le dire, dont un témoignage à visage couvert, parce qu'on a permettait l'anonymat. Mais je vous invite à aller voir ces témoignages. Il y en a 79 sur le site de l'INA qui sont entièrement accessibles sur entretien.ina.fr. Et donc ça a été un travail formidable, voilà, pour collecter et pour rendre accessibles ces témoignages. Je voudrais aussi citer le nom de Ève Minot, qui a été la coordinatrice éditoriale de ces entretiens. Et donc vous pouvez aller les écouter en entier. C'est entre 1h et 1h30 chaque entretien sur le site de l'INA. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Oui.
Non, j'ai oublié de dire quelque chose de très très important. C'est que je suis aussi présidente de l'association Mnémosyne pour le développement de l'histoire des femmes et du genre. Je voulais voilà, vous inviter à aller voir le site de cette association qui a pour objectif de promouvoir l'histoire des femmes et du genre alors, auprès du grand public, mais aussi des publics universitaires et scolaires. Donc mnémosyne.asso.fr. Voilà, merci. Merci à vous.